de vainqueurs, des champions du monde, hors concours, hors catégorie, comme disait l'un des protagonistes du film Le Dîner de Cons, réalisé par Francis Weber. En fait, ce groupe, c'est LREM, le Revers en Marche. En fait, c'est une secte apocalyptique composée essentiellement de demeurés, des déficients intellectuels, des petits manteaux qui ont la capacité totale de s'extraire du présent. Pour résumer, des types incroyablement cons. À l'intérieur de cette secte, il y a un personnage inquiétant, un gourou, Emmanuel Microbe, un personnage à la fois antipathique, suffisant, arrogant, menteur, tricheur, mythomane, manipulateur, cupide, intéressé, avare, mais jamais avare d'une insulte vis-à-vis de gens qui sont différents de lui, en fait des gens comme vous et moi. Et vous allez voir que cette histoire, elle fout vraiment les jetons. Pour les besoins de l'enquête, je décide de m'envoler pour Rome et d'aller rencontrer le professeur Adriano Sagatori, grand psychiatre et psychanalyste, qui a étudié le cas du gourou de la secte Le Revers en Marche, un certain Emmanuel Microbe, et vous allez voir, le constat est assez édifiant. Bonjour professeur Adriano Sagatori, donc vous êtes psychiatre, donc vous avez pu établir le profil psychologique, voire psychiatrique de notre client qui a un sacré numéro, hein, vous l'avouerez bien. Donc il y a du lourd quand même. Vous pouvez nous en dire plus, professeur? Donc j'ai pu établir un diagnostic sur ce patient intéressant qui était Emmanuel Microbe. Donc celui-ci, en effet, je vous le confirme, c'est un psychopathe. À l'âge de 15 ans, il a été violé par son enseignante de français, âgée de 39 ans à l'époque, qui s'appelle Brigitte. Appartenant tous les deux à une classe bourgeoise, l'affaire n'a pas été ébruitée. Si le jeune Emmanuel était issu d'une classe sociale jugée inférieure, des poursuites auraient eu certainement lieu à l'encontre de cette délinquante, et la victime aurait eu des séquelles irréversibles dans la plupart des cas, car les classes laborieuses n'ont pas les mêmes moyens financiers pour s'offrir les services des spécialistes les plus éminents qui pourraient aider à mieux traverser cette épreuve difficile et marquante. La famille aimante, certainement, du jeune adolescent, on ne peut pas le nier, a probablement dû demander l'aide des meilleurs psychothérapeutes picards. Cependant, l'élève semble atteint du syndrome de Stockholm en continuant de fréquenter secrètement son enseignante, son boulot, qui, se sachant détesté par les parents, qui bien sûr ferment les yeux à raison des mêmes origines sociales, des origines bourgeoises, utilisera les flatteries les plus basses sur sa victime, allant jusqu'à dire que c'était un prodige, déstructurant un peu plus la construction psychologique de l'enfant. À ce stade se développera la perversité narcissique du collégien qui se croira extrêmement intelligent, ce qui est faux puisqu'il a échoué, je le rappelle, 3 fois à l'école normale supérieure. C'était un vrai cancre. Son arrogance, sa suffisance n'en seront alors que plus exacerbées, ainsi que son mépris de la classe populaire. Sa psychopathie est telle qu'il a tenté de cacher ce profond dédain enfui dans son inconscience qu'il a finalement rattrapé et qui l'a poussé à s'exprimer ainsi. Les alcooliques du Nord, les analphabètes bretons ou vice-versa, je ne sais plus bien l'histoire. Les Français chômeurs et fainéants, il y a les Gaulois réfractaires, il y a le jeune qui parlait du costard de Microbe, et Microbe il lui a répondu « T'as qu'à travailler si tu veux te payer le même costard que moi. » Ou alors, ils n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Ce crachat au visage du peuple n'est que le reflet d'un manque de confiance en lui. Il se sait au fond de lui fragile, inférieur,
Il tente à compenser ce déséquilibre mental et psychologique en s'entourant, bien évidemment, de collaborateurs d'une débilité profonde, d'une stupidité stupéfiante, parmi lesquelles des femmes. On peut passer à une de celles-là qui est prête à donner sa vie pour lui. Ou on peut penser aussi à une autre qui a un langage si inintelligible qu'on se demande si elle est sobre, si elle n'est pas sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Ainsi, voici le profil très très inquiétant d'Emmanuel Microbe. Je pars à la rencontre d'un parrain du sud de la France qui a déjà un petit peu de bouteilles et retiré des voitures. Nous nous rencontrons donc dans un appartement à Lyon. Il va nous évoquer un trio infernal, Gégé, le baron chauve. Il y a également Castagnette, alias Nounours, et Alexandre Ben Malambala, alias Kiki. Ange Sauveur Lelon, vous êtes né à Marseille, de parents corses. Vous êtes un grand parrain de la mafia de la Côte d'Azur. Donc vous êtes un ancien bandit d'honneur. Vous avez travaillé notamment dans la Dream Team, aux côtés de votre complice et camarade Christian Oraison. Dans cette équipe aussi, il y avait un petit jeune à l'époque, Christian Castagnette. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage? Pardon, c'est Christophe Castagnette, j'ai dit Christian. Christophe Castagnette, qu'on surnommait Nounours. Nounours parce que il était plutôt velu, rondouillard, et puis c'était une caricature de l'homme du Sud, avec des accents très chantants. Alors, oui, tu vois, Castagnette, quoi. On l'appelait Nounours. Ouais, il était sympa, c'était un petit jeune, tu vois, c'était le petit protégé de Christian Oraison, alias le Grand Blot. Et il appelait l'étudiant, il aimait bien. Elle était rigolo, parce que t'avais l'impression d'entendre Michel Galabru, Paul Prébois, Fernandel en même temps. Donc, du coup, on l'emmenait avec nous. Mais bon, elle avait pas l'envergure. On lui donnait des petites missions, tu vois, quand on faisait les casses, on faisait les grands casses, tu vois, dans les grandes banques de la Côte d'Azur. Eh bien, il faisait le guet, c'était le chauffeur, voilà. Bref, ça lui mettait un petit peu en action, tu vois, pour ses débuts, c'était bien. Et après, Christian, il a été abattu en 2008, il a été abattu de plusieurs balles. Donc du coup, Casta, il a perdu son parrain. Bon, il était encore un peu jeune, il y a un parrain qui est venu, tu vois, c'est un parrain de la mafia lyonnaise. Ah, il s'appelle Don Colombe. Donc, il est connu sous le nom de le bossu de Notre-Dame de Fourvière. Voilà. Alors Alain Lelon, vous avez parlé d'un autre protagoniste de l'histoire. Donc c'est Don Colombe, un parrain de la mafia lyonnaise qui est assez âgé aujourd'hui, qui devrait normalement être en retraite. On l'appelle aussi le bossu de Notre-Dame de Fourvière. Il y a aussi d'autres sobriquets qui lui collent à la peau. Il y a Son Altesse Sénilissime, le Baron Chauve. Donc lui, il est en contact avec Casta, alias Nounours. C'est bien ça, Alain. Alors, bon, tu vois, je te parle du parrain, le lyonnais. On l'appelle aussi le Baron Chauve. Donc c'est Don Gérard Colombe, le bossu de Notre-Dame de Fourvière. Donc, en fait, c'est un gars, au départ, il est rentré dans la mafia, il avait une trentaine d'années, mais tu vois, il faisait déjà vieux. Il avait la petite moustache, les lunettes. Donc au début, on lui a donné des emplois de comptable dans la mafia. Ça passait bien, tu vois, avec son physique et tout. Et puis, à la longue, il a pris un petit peu d'envergure. Il a fréquenté les bonnes personnes. Donc, du coup, il a fallu qu'il se transforme. On lui a mis des lentilles, tu vois, à la place des lunettes. Il a rasé sa moustache. Bon, il faisait toujours vieux, il faisait même plus vieux, tu vois, mais
ça, il faisait pas guignol, hein, si je peux me permettre l'expression. Comme il vieillissait, ce serait le petit papy, tu vois, tu l'aides à traverser la rue, tu vois, t'es un petit peu gentil avec lui. Ah, il passe inaperçu. C'est bien aussi, tu vois, quand t'es dans la mafia, faut être un petit peu discret, faut manier la chèvre et le chou, faut être discret, efficace. Bon, lui, il était plus discret qu'efficace. Mais il a fait son trou. Il a fréquenté, comme je te disais, des bonnes personnes. Jean-Michel Augias. Jean-Michel Augias, c'est un propriétaire d'écurie de chevaux. Et il est aussi dans le monde du football. Et il a été à un moment soupçonné des matchs truqués du championnat de France. Mais tu vois, il est malin, le gars. Il a des astuces. On n'a jamais pu avoir de preuves contre lui. Donc, il est passé à travers les mailles du filet avec le baron chauve, Don Colombe. Et après ça, Casta, voilà, il était avec lui et il s'est mis aussi en relation avec un autre type qui s'appelle Ben Malambala. Donc il y a ce troisième personnage aussi, Kiki, alias Alexandre Ben Balambala. Donc c'est un type qui est quand même très dangereux, hein, c'est ça, très violent. Bon, écoute, ouais, on l'appelait Kiki, mais bon, c'était plus Kéké, tu vois. C'était le Kéké, le gars. C'était un frimeur, une grande gueule, tu vois. Et puis en plus de ça, tu vois, on l'a pris sur la recommandation de Casta. Casta, il était en contact avec un, un gars de chez Rothschild. Donc du coup, il a eu cet appui, il a pu venir dans notre clan, on l'a formé un petit peu. Bon, tu vois, il était agressif quand même, trop agressif. Tu vois, ça peut être utile quand on fait des classes, tout ça, faut un petit peu montrer du poing. Mais c'était trop, ça pouvait bousiller nos couvertures. Et bon, il présentait bien, tu vois, il était baraqué, tout beau gosse. Et j'étais sympa, je lui ai filé quelques pépés. Mais le mec, il n'a rien fait avec. Il y en a une, elle m'a dit, je sais pas, je suis sûr que il préfère les mignons qui travaillent dans le milieu de la finance. Du genre zozotan, tu vois. C'est ce qu'elle m'a dit, une des pépés. Puis il y en a une autre, elle l'a carrément démoli. Non, ça va pas, ça. On démolit pas mes chéris. Non. Je l'ai viré manu militari. Bon, certes, il avait un don, il était plutôt doué pour les faux papiers, tu vois, les passeports, tout ça. Ouais, il a pu nous rendre service, mais à un moment, c'est trop, là. Il a foutu des dérouillés à mes filles. Et ça, je n'accepte pas. Après cet entretien avec Alain Lelon, je prends le prochain avion et je décide de m'envoler, destination Amérique latine, précisément les Caraïbes, où je m'apprête à rencontrer un autre parrain de la mafia, cette fois-ci de l'Amérique latine, un certain Pablo Esconsbar, narcotrafiquant. Seigneur Pablo Esconsbar, donc vous êtes narcotrafiquant dans les îles des Caraïbes, et vous avez l'habitude de recevoir 3 personnes, 3 clients particuliers. Donc vous avez tout d'abord Emmanuel Microbe, vous avez également son garde du corps, Alexandre Ben Balambala, alias Kiki, et également Christophe Castagnetas, alias Nounours. Vous pouvez nous raconter les rapports que vous avez avec ces 3 clients particuliers? Et salut! Salut, Don Cristobal. Si, c'est exact. Les trois, ils venaient souvent, ils faisaient l'aller-retour entre les Francia et puis las Islas. Et ils venaient se procurer. C'était des très bons clients. Et il y en avait un, c'était Emmanuel Microbe. Il pense que ces gars, c'était un mythomane. Il disait que c'était le dirigeant des Francia. Mais il disait aussi qu'il travaillait dans la banque. Il avait beaucoup d'argent, il payait rubis sur ongle. Ça, il n'y avait pas de problème. Il était un peu nerveux quand il n'avait pas sa cam. Alors, il lui a donné rapidement la cocaïne, puisqu'il payait bien, sans problème. Il était toujours accompagné de son garde du corps.
on le surnommait Kiki. C'était Alexandre Ben Mbalambala. Et c'était un type un peu violent. Lui, c'est pareil, il était cocaïnomane. Et c'était son garde du corps. Ce qui était rigolo dans l'histoire, c'est qu'il dormait dans la même chambre. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Et puis, il y avait ce troisième personnage. Et Cristobal Castagnetas, qu'on appelait aussi, et vous avez raison, on l'appelait Nounous. C'était autre chose, lui, il préférait l'alcool, et il buvait beaucoup. Et je lui fournissais, il avait tout ce qu'il voulait, la sangria, la tequila, les Cuba Libre, le rhum, et puis il aimait beaucoup les filles, et il lui ramenait plein des prostituées, il s'amusait beaucoup avec, et il allait en discothèque, la discothèque. Eh bien, je l'amenais, tu vois, on faisait la tour des meilleures boîtes de nuit dans les îles, et ça s'amusait beaucoup. Ah, il était bien, pas pareil que les autres. Et sinon, ce Casta, il était sympa? Sí, Cristóbal, était muy simpático, c'est le muy simpático de los tres. Et il était différent, il rigolait tout le temps, et il avait la bonne humeur. Et puis, j'ai déjà travaillé avec lui quand il était plus jeune. On travaillait, parce que lui, il est originaire de la région de Marseille, et moi, il travaillait pour la French Connection, la connexion française. Et donc, je l'ai rencontré là-bas. Déjà, je le connaissais bien. Et il était rigolo. Il avait un accent du Sud qui était très chantant. Donc, ça passait bien. On rigolait bien avec lui. C'était un plaisir de travailler avec elle. Oh, que fantastico este tipo. Bonsoir Dominique Rizet, vous êtes colonel de gendarmerie réserviste. Alors actuellement sur les routes de France et de Navarre, on voit des flics et des gendarmes qui contrôlent des citoyens français leur demandant des attestations complètement délirantes, comme quoi ils doivent prouver qu'ils font des courses alors qu'ils ont un panier à la main, un cabas, ils reviennent des fois de la boulangerie avec une baguette de pain, mais on les verbalise en disant que ce n'est pas un produit de nécessité, alors que le pain c'est quand même l'aliment de base du français, et puis la baguette est quand même assez réputée dans le monde entier pour qu'on en fasse le cliché du français la portant sous le bras, où on demande également des attestations comme quoi le citoyen va faire du sport alors qu'il est souvent équipé en short, basket, tout transpirant, et aussi également des attestations comme quoi il promène son animal de compagnie alors que bon, on voit le gars avec un chien au bout de la laisse. Donc Dominique, pouvez-vous nous dire quel est le rôle du gendarme? Oui, bonsoir Christophe, c'est exact, je suis colonel de gendarmerie réserviste. Alors le rôle du policier ou du gendarme à la base, c'est de protéger la population civile des différents dangers que peuvent menacer la société. Donc à mon époque, on était plutôt confronté à des bandits d'honneur. On les appelait comme ça parce qu'ils avaient un code de l'honneur, ils ne trahissaient pas leurs amis. Il y avait une estime des policiers gendarmes vis-à-vis des bandits d'honneur, pareil des bandits d'honneur vis-à-vis des policiers ou des gendarmes. Donc on a été confronté notamment à la fameuse bande Jacques Mérine, l'ennemi public numéro un. Il y avait son acolyte François Besse, le lieutenant de Mérine. Il y avait également Michel Ardouin, qu'on surnommait Porte-Avions parce qu'il était lourdement armé. Hein. Il avait des fusils mitrailleurs, des flingues rangés un peu partout sur lui. Et il y avait également Charlie Bauer, qui était plus un anarchiste intellectuel de gauche. On a eu affaire aussi à des terroristes, notamment il y a eu une vague de terrorisme dans les années 90. On se souvient
du raid qui investit l'aéroport de Marseille-Marignane, enfin qui investit l'avion qui a atterri sur le tarmac de l'aéroport et qui abat tous les terroristes. Il y a eu aussi l'affaire Raleigh Calcal. Donc voilà ce qu'étaient les flics et les gendarmes de mon époque, Christophe. Donc Dominique, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on a affaire à des faux flics et des faux gendarmes, c'est bien ça? Non, 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 Christophe, ce ne sont pas de faux flics ni de faux gendarmes. Disons que le niveau n'est pas le même actuellement. Déjà, pour entrer dans la police ou la gendarmerie, vous devez passer des tests psychotechniques. Donc, vous avez déjà une première sélection. On essaye de prendre les gens qui sont un petit peu plus intelligents que les autres, plus courageux. Mais actuellement, le niveau est vraiment très très bas. On peut prendre n'importe qui, on peut prendre des lâches, des corrompus, des gens qui n'ont pas de morale, des débiles mentaux, des demeurés très profonds. Voilà, et ils se caractérisent notamment par la lâcheté. Ils n'iront pas attaquer des bandits d'honneur. Enfin, la majorité des flics ou des gendarmes actuels ne se frottera pas des... D'ailleurs, ça n'existe plus des bandits d'honneur. Maintenant, on a le droit des pédophiles, dont un qui est proche du gourou de la secte apocalyptique, un Allemand appelé Danny. Et donc, ça n'a rien à voir avec mon époque, Christophe. Mais ça reste de vrais flics, de vrais gendarmes, malheureusement, qui rançonnent les citoyens français, comme vous l'avez dit, et qui sont aussi très fragiles psychologiquement, parce qu'ils arrivent quand même à se faire manipuler par un gars, un ancien voyou, qui s'appelle Christophe Castagnette, surnommé dans le milieu Nounours, et qui leur fait croire que c'est le premier flic de France. Voilà l'histoire, Christophe, des gendarmes et des flics à l'heure actuelle en France. Professeur Didier Raoult faisant la une de l'actualité en France, je décide de rencontrer son confrère congolais, le professeur Félix, c'est lui qui m'a dit, directeur du CHU de Kinshasa. Alors bonjour professeur Félix, c'est lui qui m'a dit. Donc vous êtes directeur du CHU de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Donc vous connaissez bien le professeur Didier Raoult qui parle à l'heure actuelle de la chloroquine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos liens avec lui, comment vous travaillez ensemble ? Exact. Alors je suis le directeur du CHU Mobutu Sese Seko Kumwendo Bazawanga, basé à Kinshasa, République démocratique du Congo. En effet, je travaille en étroite collaboration avec mon confrère marseillais, le professeur Didier Raoult. Mais je tenais à préciser que le professeur, c'est également mon frère de sang, parce qu'il est tout comme moi, né en Afrique. Et l'Afrique, je l'ai là, au fond du cœur. Donc, c'est mon frère de sang, mon frère Mundele, je tenais à le préciser, avant de commencer cet entretien. Alors oui, le professeur Raoult est un éminent virologue, un des plus grands spécialistes dans son domaine reconnu dans le monde entier. Et il a préconisé l'utilisation de la chloroquine. La chloroquine a fait ses preuves. Elle permet de soigner les personnes atteintes du coronavirus, que ce soit les porteurs sains ou alors que ce soit les personnes ayant des symptômes légers, voire graves. Il suffit de voir que d'éminents artistes ou alors des hommes du monde politique, comme le maire de Nice, Christian Estrosi, étaient atteints de ce virus et ont été soignés rien qu'en prenant ce médicament. D'ailleurs, il y a également un confrère, le professeur Philippe Douste-Blazy, excusez-moi du peu, il a été ministre de la Santé et il travaille en étroite collaboration aussi avec le professeur Didier Raoult. Et il dit que ce médicament a été créé, pas d'hier, mais voilà 50 ans déjà. Et il est utilisé
par les Occidentaux pour partir en congé en Afrique. Ils l'utilisent pour combattre le paludisme. Il n'y a aucun effet secondaire. Des tests ont été réalisés, ils ont tous été positifs. Personne n'a été malade. Bien sûr, des personnes seront malades, celles qui ont des problèmes de santé très graves, mais en général, sur la majorité des cas, il est très efficace. En revanche, je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement, si on peut appeler ça un gouvernement, continue de gagner du temps et chercher à créer un vaccin qui n'arrive pas. D'ailleurs, il y a l'Américain, là, le milliardaire, j'ai oublié son nom, il va envoyer des gens pour vacciner des Africains. Il y a déjà eu des essais. Il y a 7 familles qui sont mortes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et ça, le professeur Raoult a été catégorique, surtout ne pas utiliser ce vaccin. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi on continue à gagner du temps comme ça en France, alors qu'il y a une solution. La chloroquine, est-ce que c'est parce que Mme Buzyn a travaillé dans l'industrie pharmaceutique et qu'il y a du fric à se faire dans cette histoire? Dans ce cas, nous avons affaire à une clique de criminels qui doivent absolument être jugés. Ou alors, est-ce que nous avons affaire à des gens totalement irresponsables? Dans ce cas, ce sera à mes confrères psychiatres de prendre le problème à bras le corps concernant ces dangereux individus. Eh bien, Christophe, je vous remercie pour cet entretien. Le Revers en marche et son gourou, Emmanuel Microbe, auront des comptes à rendre un jour devant la justice si elle décide d'instruire le procès et si elle se montre indépendante. Elle aura déjà à répondre des crimes perpétrés avant cette crise sanitaire, notamment les manifestants dont on a mutilé les membres, qu'on a gazés, dont on a crevé les yeux, certains ont été assassinés. Et là, on ne compte plus le bilan meurtrier au cours de cette crise sanitaire. Seront-ils jugés pénalement responsables? Et dans ce cas, ils écoperont certainement d'une peine à perpétuité, au moins pour de longues années, une vingtaine d'années. Ou alors seront-ils déclarés inaptes et dans ce cas, envoyés dans un asile psychiatrique, confinés pour le reste de leur jour. Mm-hmm.